Donc pour commencer, c'est une deuxième partie de session plénière. Je vais donc demander à Roland Jouvent, psychiatre, professeur à l'université Pierre et Marie Curie Paris 6, de nous rejoindre afin de nous faire une présentation sur cerveau magicien, émotions et technologie. Je vous demande de l'applaudir. Les diapos et pour finir en arrière. Je pense que le rouge, d'accord. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci d'abord aux organisateurs de m'avoir invité. Ça fait toujours du bien de venir se frotter aux professionnels du terrain pour voir si les idées qu'on se fait et de la pathologie au travail et de la psychologie au travail répond bien au modèle que nous utilisons. Donc je vais essayer presque en deux parties, mais quelquefois je vais saupoudrer d'applications un propos théorique à propos d'une façon de schématiser ce qu'on sait actuellement du fonctionnement du cerveau et en quoi les émotions peuvent expliquer certaines bévues de notre appareil computationnel et de vous proposer, quelquefois quand c'est possible, des pistes pour trouver comment y remédier ou anticiper les ennuis. Le parcours de l'évolution, maintenant en science, il y a le courant créationniste centra-américain est en recul et la plupart des chercheurs en neurosciences et en neurosciences cognitives sont d'accord pour éliminer le dualisme et s'inscrire dans une perspective post-darwinienne qui revient à considérer que l'ensemble des êtres vivants, y compris nous autres les humains, sont les maillons successifs d'un empilement que le regretté Marc Jeanneraud a appelé une théorie de la récapitulation, c'est-à-dire que le dernier représentant de cette chaîne d'empilement d'espèces récapitule les qualités des espèces précédentes et répond à deux exigences fondamentales qui sont la survie et la pérennisation de l'espèce. Au fond, la différence entre nous et un ordinateur, c'est que l'ordinateur, jusqu'à maintenant, il n'en a rien à fiche de tomber en panne, il n'en a rien à fiche qu'on le jette dans une benne à ordures, et il n'en a rien à fiche de ne pas faire d'enfant, alors que nous, c'est en principe tout le contraire. Et cet empilement récapitulatif est aussi l'objet d'une accélération, puisque si on prend le cerveau d'un fœtus, on s'aperçoit qu'en une vingtaine d'années, il va refaire le parcours du monde du vivant qui a été fait en millions d'années. Le problème, c'est que le cerveau grossit par l'extérieur et que donc le patrimoine historique qui est ce patrimoine d'humanité, entre guillemets, de vivants non mécaniques, est à l'intérieur comme le noyau d'un fruit qui ne peut plus grossir que par l'extérieur. Et c'est ça que j'essaye de vous montrer sur ce schéma, c'est que le système limbique dont je vais vous reparler, qui est l'ensemble de l'appareil émotionnel et humaniste, entre guillemets, des êtres vivants, n'est pas beaucoup plus gros chez un humain que chez un rongeur. Ce qui est différent, c'est ce qu'on appelle le néocortex, c'est-à-dire l'appareil supplémentaire qui, chaque siècle, prend un peu plus d'épaisseur. Donc le premier rappel est à propos de ce qui régit les relations entre cette partie récente, le néocortex, et cette partie ancienne, héritée de l'évolution, et encore une fois, lieu de tout ce qu'il y a de instinctuel, sensuel dans les êtres humains. J'ai proposé la métaphore du cheval et du cavalier dans la lignée de MacLean, qui avait fait un très bon livre qui s'appelait « Les trois cerveaux de l'homme », et où il décrivait les humains comme
le cerveau humain comme l'empilement de 3 cerveaux, l'un très ancien reptilien, l'autre limbique, et l'autre qu'il appelait le néocortex. Donc, une autre façon de décrire le cerveau humain, c'est de dire que c'est un animal pourvu d'un système qui n'est pas un ordinateur, mais plutôt un système Internet 2, c'est-à-dire une connectique cérébrale qui coiffe l'animal en nous. Et ceci est vrai y compris au plan anatomique et fonctionnel, puisque les neurones les plus profonds fonctionnent de façon verticale avec des axones verticaux et selon des lois qui sont très proches du système hormonal. Ce sont des neuromodulateurs, c'est-à-dire que ce sont des feedbacks positifs, négatifs, alors qu'au contraire, la partie haute, la partie élevée, elle est faite dendrites de tous les neurones, c'est-à-dire des chevelures qui permettent une connectique qui répond à des lois complètement différentes, qui sont des réseaux qui se font, qui se défont en permanence. Et donc il y a une espèce de dialectique entre 2 façons de fonctionner, l'une qui est beaucoup plus de l'ordre de la neurointégration, de la connectique, et l'autre beaucoup plus de l'ordre de la neuromodulation traditionnelle, comme exactement l'insuline dans le pancréas. À noter que c'est dans l'animal en nous que agissent les psychotropes, par exemple, c'est-à-dire que les corps cellulaires des neurones qui sont la cible de tous les médicaments sont dans la partie profonde du cerveau et non pas dans l'intelligence telle que nous la nommons ou dans la partie la plus noble. C'est l'occasion de remarquer, et on va y revenir, que toutes les qualités d'humanité, toutes les qualités vitalisantes sont dans l'animal en nous. C'est là qu'il y a les liens d'attachement, on va y revenir. C'est là aussi qu'il y a de quoi implémenter au plan énergétique le fonctionnement de l'appareil computationnel. Et dès le développement, les conditions de l'environnement aident à façonner la lecture du monde à partir des réactions très primitives du bébé, du nouveau-né, du nourrisson. Et là, c'est une expérience classique qui s'appelle l'illusion du thé inversé, que ceux qui ne sont pas sensibles à l'illusion ne s'inquiètent pas. Normalement, vous devez avoir l'impression que la barre verticale est plus grande que la barre horizontale. C'est une illusion parce qu'elles ont la même taille. Et en réalité, il y a un phénomène qui a été montré récemment, c'est que les enfants qui vivent dans des zones plates sans accidents verticaux, comme les steppes d'Asie ou les grands déserts africains, ne sont pas sensibles à cette illusion, n'ont pas cette illusion. Et ça a été rapproché de travaux que menaient les biologistes du développement il y a une trentaine, quarantaine d'années. Moi, je me souviens qu'à Jussieu, on disait toujours que les enfants du désert ne voient pas les arbres, à partir d'expériences où on prenait des petits chatons nouveau-nés et on les mettait dans des grandes boîtes où il n'y avait que des horizontales. Et si on les laissait 3, 5, 6 mois dans ces boîtes horizontales, à un moment, ils ne reconnaissaient plus les verticales. Je rappelle que la vision, c'est des pixels comme une caméra numérique qui sont arrangés en type de forme reconnue par le cortex sensoriel. Et donc, ces petits chatons, si on les remettait dans un environnement banal, se cognaient dans les pieds de chaise et dans les pieds de table. Mais si, avant 6 mois, on les remettait dans des boîtes non horizontales et qu'on les familiarisait, ils pouvaient récupérer cette aptitude, alors que si on ne les faisait sortir de cet environnement spécifique qu'à partir de 10-12 mois, ils devenaient définitivement aveugle, entre guillemets, pour les verticales. C'est une façon de montrer que la façon dont le cerveau humain se développe est extrêmement dépendante des choses les plus simples, les plus sommaires, les plus concrètes de l'individu, et que même la lecture du monde dépend de la nature de l'environnement pour la construction des neurones. Cette implémentation du fonctionnement dit de haut niveau par
l'animal en nous reste vrai toute la vie, et il est montré, mais je ne vais pas détailler, que même chez les personnes âgées, l'exercice physique et les mouvements du corps développent le néocortex et aussi les structures cérébrales, tout simplement en faisant sécréter des facteurs trophiques de la même façon que pendant les périodes de croissance. Donc cette interaction entre le corps et l'esprit, non pas d'une façon dualiste, mais d'une façon intégrative, d'une espèce de série complémentaire, reste vraie toute la vie. Alors entre l'animal en nous et ce système Internet, entre guillemets, il y a un espace tampon, qui est le cortex préfrontal, dont on parle très souvent, et qui a pour énorme possibilité de gérer un bon commerce entre les deux entités qui sont indissolubles en même temps, puisqu'il s'agit du même individu et de la même historicité, mais aussi de pouvoir par moments découpler l'un par rapport à l'autre. Et c'est de cette façon que le cortex préfrontal peut se permettre de se satisfaire d'actions purement représentationnelles à la place d'actions physiques. On va y revenir. Bien évidemment, entre le cheval et le cavalier, il y a des interactions permanentes. Si vous trouvez si mon discours vous endort paisiblement, vous pouvez toujours recourir soit à un petit café pour réveiller l'animal en vous, soit utiliser votre raisonnement pour dire il n'y a plus qu'une demi-heure à tenir, après ça ira mieux. Donc vous avez en permanence la capacité d'interagir et d'utiliser le cheval ou le cavalier de la même manière que le cavalier peut apaiser son cheval, ou au contraire le cheval peut indiquer un besoin que le cavalier alors doit prendre en compte dans ses stratégies ou ses anticipations. Venons-en un peu plus en détail à cet animal en nous. Globalement, ce n'est pas faux de dire que il y a deux grands systèmes opposants, puisque je vous ai parlé de systèmes hormonaux ou binaires, qui régissent l'appareil limbique et émotionnel. C'est ce qu'on appelle en général les émotions positives versus les émotions négatives, et qui globalement reviennent à deux grands systèmes, l'un qui est le système de récompense, plaisir, récompense, et l'autre le système d'alerte ou de défense. Ce système de récompense est vraiment dans les parties les plus anciennes de l'animal en nous, puisque vous voyez que les noyaux cellulaires des systèmes dopaminergiques, la dopase, c'est-à-dire la cible de la cocaïne ou du cannabis, même s'il y a des récepteurs cannabinoïdes en plus, a des corps cellulaires dans le tronc cérébral. C'est-à-dire que c'est non seulement pas dans le cortex, mais c'est même pas dans les parties les plus nobles. C'est même pas dans les mammifères évolués, c'est chez le poisson que naît le système de récompense. Le système de récompense, c'est un système qui fait que si l'animal a un besoin, le fait de commencer de satisfaire ce besoin réellement fait sécréter de la dopamine et crée apaisement et satisfaction et plaisir. Eh bien, chez les mammifères supérieurs et les primates, c'est une découverte française de l'école de Jacques Levinsky et Anne-Marie Thierry, il a été montré que un deuxième faisceau dopaminergique monte dans le cortex, dans le cavalier, pour reboucler et redescendre au même endroit que le faisceau précédent. Et le jour où ce deuxième faisceau est apparu, alors on peut dire qu'est né le fait qu'une représentation crée en lieu d'une action une satisfaction et une récompense. C'est-à-dire on est passé ce jour-là de la simple besoin, de la simple nécessité d'un plaisir à un désir, c'est-à-dire à une récompense anticipée ou représentée. Et évidemment, le propre de l'homme, c'est de pouvoir désynchroniser, resynchroniser, anticiper le désir par rapport à la réalisation de ce désir et à sa satisfaction. Le deuxième système, c'est le système d'alerte, c'est le système, vous entendez parler parfois des amygdales cérébrales, hein, on ne parle pas des autres, qui sont très reliés à l'hippocampe, lieu de mémoire, enfin système de mémoire, et à tout ce qui est thalamus. Et ce système d'alerte fait que
alors que nous sommes des êtres très pensants, très digressifs, très associatifs, nous devons conserver à chaque instant la capacité d'avoir la vitesse non consciente d'un animal. C'est-à-dire que si en traversant le boulevard de la Défense à pied, parce que je m'étais trompé d'entrée au CNIT, une voiture m'avait klaxonné, il eût fallu que je saute en arrière bien avant que je ne me dise « ce bruit est un klaxon de voiture, la voiture va craindre de me rouler dessus, je devrais sauter en arrière sur le trottoir ». Donc le défi de l'humain, c'est d'être des gens comme vous êtes, hyper réflexifs au point de faire des réunions très savantes et très enrichissantes, périodiques tous les ans, tout en devant à chaque instant de la vie être capable, si le plafond tombe, de vous pousser rapidement sans rien penser de ce qui est en train de se produire, sinon vous avez déjà le plafond sur la tête. Et c'est ça le défi essentiel de ce qui est pensée méta versus pensée primaire, c'est que nous avons un défi chronométrique en permanence qui est que il faut toujours garder une inscription dans la concrétude physique du monde qui est l'immédiateté et qu'en même temps tout nous invite à penser à hier, à demain, à reconstruire, à refaire la réalité, etc. Et c'est ce bon dialogue entre l'animal en nous qui, lui, est un terrien, qui sait ce que c'est qu'un danger, qui sait ce que c'est que de sauter en arrière, et ce cavalier rêveur qui fait des projets pour après-demain, que dépend le bien-être psychique et global. Pour vous convaincre un peu plus de cette réalité, je vous montre j'ai résumé en un seul schéma plusieurs expériences, mais c'est pour vous montrer qu'il faut que nous méfions souvent du sens commun. Quand vous voyez un individu, vous avez une zone de votre cortex qui s'appelle le gyrus fusiforme, qui identifie l'individu sur son visage et qui catégorise les pixels du visage comme étant un visage humain par rapport à une chaise. Et ceci se produit en général vers 170 millisecondes avec une activation d'une zone particulière qu'on appelle le gyrus fusiforme. Eh bien, si vous montrez des visages neutres à un sujet versus des visages pourvus d'une émotion, en haut, vous apercevez qu'une onde apparaît bien avant les 170 millisecondes au niveau de l'activation du cortex visuel primaire, beaucoup plus ample que dans le cas neutre, et qui dépend de l'intensité de l'émotion. Autrement dit, avant de savoir que c'est un visage, votre cerveau, lorsqu'il voit une émotion portée par un visage, s'active, puis trouve le sens et la sémantique globale du porteur de ce signal émotionnel. Ce qui est très logique, au fond, parce que c'est un peu ce que je disais pour le plafond. L'émotion, c'est fait pour déceler l'important ou le dangereux. Et donc, la charge émotionnelle est plus importante intrinsèquement que le porteur de cette charge émotionnelle. C'est comme ça que nous sommes construits. Donc, quand M. Chanfrault me fait un sourire parce que j'arrive à peu près juste à l'heure, je ne me dis pas... Mon cerveau ne me dit pas « Ah, c'est M. Chanfrault, il est content de me voir ». Je me dis « Il y a un sourire » et ensuite je me dis « C'est pas un porte-manteau, c'est M. Chanfrault ». Vous voyez, c'est complètement à l'envers de ce que nous dit le sens commun. Nous détectons l'émotion avant de savoir qu'est-ce qui est, et pas seulement qui est, porteur de cette émotion. Une autre donnée pour vous convaincre de l'importance de cet animal en nous, c'est ce qui concerne les données d'attachement. Je ne risque pas de m'endormir au pupitre, mais j'avoue que ça me fait plaisir de boire une petite goutte de café, avec l'illusion, ça c'est mon cortex, c'est le cavalier qui me fait dire que du coup j'aurai un peu plus d'énergie pour que vous vous endormiez pas pendant mon long topo. Et donc, ça, c'est des expériences qui ont été faites par le groupe de Semir Zeki et Andreas Bartels à Londres,
qui ont fait l'imagerie cérébrale de la position psychologique amoureuse, l'état amoureux au plan de l'imagerie cérébrale, et ils ont comparé l'amour romantique et l'amour maternel. L'amour maternel, c'est qu'en imagerie cérébrale, pour voir des choses, vu que le cerveau est tout le temps activé quand on vit, c'est par comparaison de deux situations. Donc ils ont montré à de jeunes mères des photos de leur nouveau-né versus des photos d'autres nouveau-nés, et ils ont comparé qu'est-ce qui était activé et déactivé. Et chez les hommes amoureux, ils ont montré des photos de leur amoureuse versus des photos de leur belle-sœur, ou enfin, je veux dire des gens familiers. Enfin, oui, je sais, ça peut être, c'est pas forcément incompatible. Bon. Et donc, ce qu'ils ont trouvé, c'est que d'abord, il y a dans l'état de convocation amoureuse par la photo de l'objet aimé, il n'y a rien dans le cortex, c'est tout dans l'animal en nous. Toutes les structures qui sont activées sont dans le sous-cortex, ça c'est la première donnée. Donc la noblesse de l'amour, elle est dans les glandes, enfin... et que... Enfin... et donc... Non mais... c'est une image, enfin, je vais... Et donc... ce qui est activé, c'est le système de récompense, je vous fais grâce des détails, et les systèmes d'attachement à ocytocine et vasopressine. Vous savez que depuis une dizaine d'années, on a identifié un système qui est dans une zone particulière du cerveau, qu'on a appelé hormone d'attachement, et qui est sécrété, et qui est même peut-être un possible traitement de la peur de l'étranger chez les enfants autistes. Ça a été publié. C'est des hormones de chaleur, de lien d'attachement. Et la deuxième chose qu'ont vu ces auteurs, c'est que certaines zones étaient déactivées, ce qui est une situation extrêmement rare, avec une moindre activation des amygdales par rapport à des contrôles, et même une extinction dans l'état amoureux d'une des deux amygdales. Il n'y a jamais d'autres exemples dans la nature chez des gens normaux où ce système d'alerte s'éteint. Ce qui a fait dire à Zeki que l'amour est aveugle et imprudent. Et il a expliqué cette très légère différence par le maintien d'une faible activation dans les deux amygdales dans l'amour maternel, par le fait que la mère ne doit jamais relâcher complètement sa vigilance concernant son enfant si elle veut le protéger, alors que c'est moins vrai chez les adultes, d'où nos grands déboires quelquefois. J'en viens maintenant... Enfin, il n'y a pas que des déboires, évidemment, je n'exprime aucun regret personnel ou global. J'en viens maintenant à ce qui peut-être vous concerne le plus et qui est probablement une des contributions les plus importantes des 15 dernières années en neurosciences, qui concerne les phénomènes de simulation. La simulation qui a été découverte par l'école de Marc Jeanneraud, lyonnaise, consiste dans le fait que si je lève le bras ou si j'imagine que je lève le bras, j'active exactement les mêmes populations de neurones, ce qui illustre le fait que la nature ou Dieu ont bien fait les choses, parce que ce serait un peu bête d'avoir des neurones pour lever le bras et d'autres neurones pour imaginer exactement la même chose. Donc en réalité, on rejoint des données intuitives de la psychologie du siècle précédent qui disaient que dans une action, il y a toujours une composante représentationnelle, ce dont je parlais tout à l'heure à propos du néocortex. Ça veut dire qu'on simule le mouvement en même temps ou juste avant de le faire. Et là encore, le sens commun nous trahit parce que ceci démontre, et il y a d'autres travaux que je n'ai pas le temps de vous détailler, mais qui confirment ces données-là, qui montrent que l'imagination d'un mouvement, par exemple d'une action, ça n'est pas un Canada Dry d'une vraie action, c'est le préalable nécessaire à
à la mise en route de l'action motrice qui est inhibée au dernier moment. Donc, je ne peux pas lever le bras sans auparavant imaginer que je vais lever le bras. Sauf que quand j'imagine seulement que je lève le bras, au dernier moment, je ne lève pas le bras. Ceci, je crois, devrait vous, en tant qu'informaticien, je sais que vous n'êtes pas que informaticien, mais que vous avez quand même une sympathie pour l'informatique, soit ancienne, soit qui continue de s'entretenir, vous ne pouvez pas ne pas être tenté de penser que c'est peut-être grâce à cette compétence que l'homme a inventé les ordinateurs. Et pour essayer d'aller dans ce sens, même s'il paraît que Cartier-Bresson a demandé à Giacometti de poser cette photo comme dans le baiser amoureux, j'essaye de trouver un exemple pour vous montrer que la production de l'artiste, à partir de son imaginaire, est en homothétie physique avec son propre mouvement. Alors, cette équivalence entre l'action et l'imagination de l'action n'est pas que dans l'immédiateté, mais elle peut être planifiée, préparée et convoquée par d'autres circonstances, et pas seulement concernant les actes moteurs. Là, que ceux qui n'y arrivent pas ne s'inquiètent pas, c'est ce qu'on appelle le test de la tour de Londres. Il faut passer, en ne bougeant qu'une boule à la fois, de la configuration de gauche à la configuration de droite. Et si vous le faites, vous allez voir que vous ne pouvez pas faire cette épreuve sans simuler là où sont les boules, c'est-à-dire sans simulation visuelle des objets. Alors la simulation permet la substitution. C'est ça l'intérêt, c'est ce qui fait dire aux psychanalystes que penser, c'est faire. Et là, ça semble vrai. C'est-à-dire, je peux, pour des raisons de consolation ou d'adaptation sociale, me satisfaire d'une représentation d'action en lieu et place d'une action. Ceci vaut aussi bien pour les émotions négatives. Si vous êtes dans les encombrements en voiture et que quelqu'un vous fait une queue de poisson, vous pouvez penser, voire imaginer une injure, voire pire, ça vous dispense, ça vous soulage un peu, peut-être pas autant, mais que si vous descendez de votre voiture pour vous expliquer agressivement avec le bonhomme. Et idem pour les émotions positives, je vous laisse imaginer toutes les situations que vous voulez ou que vous vivez quotidiennement, peut-être au moins autant les hommes que les femmes, peut-être même un peu plus les hommes que les femmes, où vous mettez de l'imaginaire en lieu et en place, au lieu de déranger vos congénères. Je vois que ça vous parle, ça. Hein. Bon. Alors, il y a un bon exemple qui est le trouble obsessionnel compulsif, et là on rentre dans les applications parce qu'en pathologie du travail, en dessous du vrai trouble obsessionnel compulsif, il y a des obsédés ou des gens que le travail rend obsessifs. Le problème de l'obsédé, ça a été bien montré en imagerie cérébrale, que justement, lui, il simule moins que les autres. C'est-à-dire qu'il tourne en boucle, et contrairement à ce qu'on pensait avant, l'obsédé, ce n'est pas quelqu'un qui pense trop, c'est quelqu'un qui ne pense pas assez, au sens ne simule pas. Et il y a un bon exemple clinique qui est ce qu'on appelle la phobie d'impulsion, qu'avant, quand j'étais étudiant, on pensait que c'était le sommet de l'iceberg, c'est-à-dire que pour que quelqu'un ait peur de sauter par la fenêtre ou peur de se crever les yeux avec un couteau ou de poignarder quelqu'un, c'était que vraiment, il avait en dessous un corpus de folie intérieure pardon, dont il arrivait lui-même à se faire peur, enfin, avec ce qu'il avait dans la tête. Maintenant, on sait que c'est, encore une fois, exactement l'inverse, c'est-à-dire que la phobie d'impulsion est comprise maintenant comme une tentative de remise en route d'une simulation pour substituer l'impulsion à la peur de l'impulsion, ce qui permet, si on simule, d'inhiber l'impulsion. Et d'ailleurs, en psychiatrie, il est connu qu'en général, quand les gens ont des phobies d'impulsion, comme on dit, ils ne passent pas à l'acte.
Donc si j'ai peur de me gratter les fesses en public pendant un topo, la meilleure façon que ça n'arrive pas, c'est d'en avoir peur. C'est ça le... Vous voyez? Donc si j'ai peur de mon chef, j'anticipe, et finalement si je dis « il va me dire que je n'ai pas fait ça assez vite », c'est la meilleure façon de ne pas me dire « ça va me tomber vraiment ». Donc la magie intérieure commence et à l'anticipation pas seulement des emmerdements, mais aussi de toutes les situations où on peut inhiber les conséquences physiques d'une action en la replanifiant dans un autre sens. Là, je vais un peu trop vite, mais j'espère que c'est à peu près clair. Alors, là, je fais au passage un peu de publicité pour mon livre, puisqu'il paraît que je peux vous le dédicacer, donc je suis à votre disposition. Mais ce n'est pas seulement ça, je n'ai pas qu'une alternative binaire où je lève le bras, où j'imagine que je lève le bras. J'ai tous les intermédiaires entre les deux. C'est-à-dire si je fais « Ah mais oui, bien sûr !» je simule la fin du mouvement. Et si vous vous observez, vous verrez que d'ici ce soir, 20 fois, 40 fois, vous faites un combinat subtil entre une ébauche de gestes et la simulation du restant du geste. C'est particulièrement vrai dans les échanges sociaux où on peut se comprendre en simulant pas tout, en simulant une partie de l'action, et en faisant pas tout. Alors ce pilotage émotionnel de l'action, et je vous ai cité le cortex préfrontal, on peut considérer que c'est le premier outil de l'imaginaire comme un outil qui permet à l'esprit de réguler le comportement humain. Et je prends un exemple qui est assez populaire dans le monde du travail, qui est la peur de tomber comme un exemple d'application. Le rôle du cortex préfrontal, entre autres, c'est de déléguer des automatismes qu'on n'a plus besoin de conscientiser, tout en ayant la possibilité à chaque instant de les reconscientiser si nécessaire. Quand vous rentrez dans votre voiture, vous ne dites pas « je prends ma clé dans ma poche, je sors la clé de ma poche, je mets la clé dans le trou de la serrure, je tourne la clé ». Vous prenez votre clé en pensant à autre chose. Mais si quelqu'un a essayé de forcer votre serrure et que ça coince, à un moment donné, vous allez essayer en conscientisant le mouvement, désautomatiser le mouvement, et quelquefois vous allez réussir à l'ouvrir simplement parce que vous aurez repris le pilotage de l'action. Il en est exactement la même chose de ce qui concerne la marche. C'est-à-dire que la marche, elle est parfaitement automatique. Quand vous marchez, vous ne dites pas « j'avance le pied droit, puis j'avance le pied gauche ». Mais par contre, s'il y a une branche, de façon très consciente, vous contournez ou vous passez au-dessus de l'obstacle. Donc vous conscientisez pendant quelques instants, juste le temps nécessaire. Donc vous repilotez consciemment les actions que d'ordinaire vous laissez faire au cheval. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut maintenant, grâce à l'enregistrement des paramètres de marche avec des semelles, étudier le comportement des gens qui ont, c'est la première cause de peur sur les trajets au travail, ça passe devant l'insécurité et les agressions, qui ont peur de tomber, soit dans les escaliers du métro, soit dans les escaliers tout court. C'est, paraît-il, 15% des troubles anticipés sur les trajets au travail. 15% des gens qui ont peur d'avoir des ennuis au travail ont peur de tomber, et il n'y a que 14% ou 13% qui ont peur d'une agression. Et puis il y a plein d'autres peurs. Donc il est facile d'étudier cette interaction, ce pilotage du cortex préfrontal, c'est-à-dire sur le cheval, en faisant marcher les gens avec des capteurs dans les semelles et en regardant la régularité du pas et en étudiant la variabilité du pas, dans ce qu'on appelle des épreuves de double tâche, c'est-à-dire qu'en marchant, on demande au sujet de faire autre chose, soit de compter à l'endroit, de compter à l'envers, ou encore plus frontal, de faire ce qu'on appelle la fluence verbale, c'est-à-dire dites-moi 5 noms d'animaux ou 5 mots qui commencent par P, etc.
essayez-le d'abord avec votre grand-mère ou des vieux parents, et vous verrez que quelquefois le sujet, quand on lui demande, pendant qu'il marche, de faire ses épreuves, en particulier les épreuves de fluence verbale, il s'arrête de marcher ou il marche moins vite parce enfin, on ne sait pas pourquoi, en fait, mais on l'interprète comme le fait qu'il ne peut plus avoir un pilotage simple de la marche puisqu'il consacre son cortex frontal à répondre à la tâche, à la double tâche pendant la marche. Donc c'est un très bon signe diagnostique de trouble ou de vieillissement frontal. Eh bien, ce qui a été montré, c'est un travail qu'on a fait avec la RATP, c'est que quand on prend des sujets normaux, pas malades, pas vieux, pas malades neurologiques, normaux, simples, mais qu'on simplement, donc on appelle infracliniques, vous savez, les gens qui ne vont pas chez le médecin. Maintenant, la mode, alors ce n'est pas la mode au plan des économies et du budget de la sécurité sociale, mais la mode, c'est de dire que les gens qui ne vont pas chez le médecin, c'est des malades. C'est des futurs malades, donc il faudrait les soigner avant qu'ils soient malades. Mais ça c'est pas politiquement correct, mais c'est l'idée de prévention ou de détection précoce. Bon. Eh bien, ces gens parfaitement sains, plutôt jeunes, qui ont peur de tomber en Île-de-France en allant au travail, quand on les fait marcher par rapport à des gens qui n'ont pas peur de tomber en allant au travail, âge équivalent, métier équivalent, trajet équivalent, on s'aperçoit que dans les deux épreuves difficiles qui sont le comptage à l'envers, 30, 28, etc., ou les 5 noms de fleurs, eh ben, ils ont un pas qui devient complètement irrégulier, avec une variabilité du pas qui augmente, ce qui, là encore, est extrêmement rare à l'âge de ces sujets. Autrement dit, ces gens qui ont simplement peur de tomber, qui ne sont pas malades, mais qui sont phobiques de quelque chose, qui sont angoissés, trahissent dans leur mouvement parce que c'est un mouvement aussi bête que la régularité du pas, donc c'est quelque chose qui... Quand on surcharge leur cerveau dans une épreuve qui sollicite un peu leur performance frontale, ces gens phobiques commencent à marcher irrégulièrement. Je ne dis pas que c'est pour ça qu'ils tombent, je dis que c'est un bon exemple pour vous montrer les conséquences physique insidieuse de l'anxiété. Alors, j'en viens à... Là aussi, je crois que, en particulier dans votre rôle de management, ça vous concerne beaucoup, à ce qui concerne tout ce qu'on vient de voir, mais à deux. On appelle ça l'échange ou voire l'empathie. Alors la première chose à reconnaître, qui est une découverte importante dans la lignée de la simulation, c'est que si moi je lève le bras, vous, mesdames, messieurs, vous simulez que vous levez le bras. C'est ce qui est compris par les éthologistes et les développementalistes comme une façon de comprendre ce que je fais. Autrement dit, quand vous observez quelqu'un faire une action, vous simulez exactement cette même action. Et donc la compréhension de l'autre procède d'une simulation de ce que fait l'autre. Il y a eu des tas de travaux que je n'ai pas eu le temps de vous détailler, mais j'en montre quelques-uns, pour montrer que ça n'était pas du tout que moteur. C'est vrai pour l'ensemble des émotions. Par exemple, si vous voyez un sujet avec une mimique de dégoût, ou si vous lui faites respirer du H2S, vous activez les mêmes zones de votre cerveau. C'est quand même assez bluffant. Et il y a eu des tas de travaux pour montrer que si on vous montrait à des sujets en imagerie cérébrale des mouvements que Jeanne Roux avait appelés et de Sethi biologiquement impossibles, comme par exemple se traverser un bras avec l'autre bras, vous n'activez pas ce système de neurones simulants qu'on a appelé les neurones miroirs. Et puis il y a des travaux, j'ai là encore pas le temps de vous les détailler, qui tendent à montrer qu'en situation de familiarité avec quelques moments d'imitation, comme vous savez pas encore peut-être que tout ce système dit miroir est issu de l'imitation du bébé, l'imitation de la mère par son enfant, eh bien il y a des travaux assez récents qu'on appelle des travaux sur l'hyperscanning,
qui montre que si on enregistre 2 électroencéphalogrammes chez 2 personnes qui deviennent connivantes après s'être inhibées pendant un instant, etc., il y a un moment où le bruit de fond de variabilité individuelle entre les 2 sujets se réduit et que le rythme alpha commence au plan rythmique à devenir presque unique, comme si peu à peu ça devenait un seul cerveau, au plan rythmique, hein, je ne parle pas d'activation des zones. Donc c'est d'où l'idée, et c'est pareil que chanter ensemble ou claquer les mains ensemble, c'est-à-dire que la connivence, c'est de la simulation avec du partage de rythme, d'où le rôle fondamental, entre autres, de la musique. Là, j'ai une dia, alors je ne sais pas si le monsieur qui a eu la gentillesse d'installer là-haut est prêt à la passer. C'est pour montrer la réalité d'un passage d'imitation. Je pense qu'il suffit... Non, mais de... Oui, elle est derrière. On l'a sortie exprès. Voilà. Non, c'est la 3e. Voilà. Tu fais sourire un moment? Tu fais tes beaux sourires que je vois avec tes mains là? Tu découvres tes mains. Ah oui. Alors, il y a des tas de travaux, je n'ai pas le temps de détailler, qui montrent que des mères, et y compris dès les premières minutes de vie, si on les a bien briefées, peuvent déclencher chez leur bébé des mouvements. Alors là, il a 1 mois, le bébé, 1 mois et demi, peuvent déclencher des mouvements. Est-ce qu'on peut la repasser une fois, parce que c'est un peu court? Toi, t'es pas là. Coucou. Coucou. Tu fais sourire un moment? Tu fais tes beaux sourires que je vois avec tes mains là? Tu découvres tes mains. Ah oui. Voilà. Donc, ce mouvement, vous voyez, le bébé, il se développe d'abord en imitant, puis tout d'un coup, vers le 6, 7, 8e mois, en découvrant que c'est lui qui fait le sourire. C'est ce qu'on appelle l'agentivité, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il devient conscient qu'il est responsable de ses actions. Mais en réalité, il l'imite avant de savoir qu'il fait des mouvements. C'est à l'inverse, là encore, du sens commun, mais c'est parce que le cerveau se développe dans ce sens-là qu'il y a toutes les considérations précédentes qui restent. Si on peut revenir à l'image précédente, enfin oui, du PowerPoint, sans refaire tout le parcours. Non, oui, bah alors on y va. Je pense que un peu plus bas. Un peu avant, encore. Il y avait une joueuse de tennis. Là. Voilà. La suivante. Ah ben c'est moi, pardon. Ça, on va passer parce que je suis un peu en retard. C'est pour maintenant, c'est important pour vous quand même. Dans le travail, c'est des vieilles expériences qui redeviennent beaucoup à la mode maintenant qu'on sait ce qu'on vient de voir, qui sont, à l'époque, c'était à propos de la publicité infraliminale à la télévision, c'est l'existence d'une communication gestuelle non consciente, très rapide, automatique entre les individus. Ça, c'est un papa qui emmène sa petite fille à l'école maternelle au 3e, 4e jour. Et si on passe le film à vitesse normale, on voit juste le papa ouvrir la porte, la petite fille rentrer, aller s'asseoir dans la classe. Si on fait image par image, ce qui n'est pas le cas là, j'ai pris des bouts, on voit des mouvements qu'on ne voit pas à vitesse normale, qui sont que la petite fille se retourne vers son père à 180 degrés, qu'à ce moment-là, le papa lâche la poignée de la porte et fait un mouvement de repoussement vers la petite fille, et la petite fille revient dans le bon sens et va s'asseoir sur la chaise. Ça a été la... Alors maintenant qu'on sait que le cerveau va très très vite, on reprend ces expériences et on montre en imagerie, en MEG, etc., qu'il y a effectivement toute une communication non consciente infraliminaire qui fait que vous, quand vous voyez quelqu'un et vous dites « lui, je ne le sens pas », c'est en réalité une perception globale que vous ne pouvez pas conscientiser en l'indexant plus avant, de quelque chose qui s'est passé dans ce type de communication hyper rapide et peut-être sur des moments où il y a un désaccord. C'est-à-dire que, par exemple, les gens qui sont un peu faux
Donc peut-être pas une connivence automatique qui fait qu'à un moment, il y a une harmonie entre les deux interlocuteurs. Alors, tout ça, au passage, un petit mot gentil pour Freud, c'était quand même un coup de génie de mettre les gens sur un divan pour leur parler de choses extrêmement intimes. Il n'y a pas d'autre exemple dans la nature où on se raconte des trucs extrêmement proches, confidentiels, sans ni se voir, ni se toucher. Cherchez, vous verrez, vous ne trouverez pas. Dans la confession, il y a une grille, on ne se voit pas. Et le fait d'être allongé, en plus, déactive le système d'alerte. C'est comme ça que vous pouvez vous endormir le soir. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas vous endormir debout, parce que quand vous êtes debout, votre système d'alerte, celui qui s'éteint dans l'amour, mais qui n'implique pas qu'on s'endorme dans l'amour, parce qu'il y a tout le système de récompense qui est comme un fou. C'est pas un cheval, c'est un troupeau de chevaux. Mais c'est du même acabit, c'est-à-dire que la position psychanalytique traditionnelle, et non pas la métaphore lacanienne des mots, mais simplement la position d'échange, déactive à la fois les neurones miroirs dont on vient de parler, déactive le système d'alerte dont on vient de parler, et déactive la communication automatique que je viens de vous montrer à l'école maternelle. Alors, compte tenu de ces considérations, il y a un certain nombre de nouvelles technologies qui sont extrêmement utiles pour solliciter ces systèmes, et en particulier tout ce qui va plus vite que notre conscience. Et c'est pour ça que les psys sont très séduits par les nouvelles technologies. Alors, un mot pour s'en dédouaner, quitte à y revenir dans les questions sur la réalité virtuelle. Je crois que c'est simplement l'occasion de remarquer qu'on a trop tendance à oublier que ce qui définit la réalité virtuelle, c'est l'interactivité entre l'environnement qui est proposé et les mouvements du sujet. Sinon, c'est du cinéma ou de la télévision. Si vous êtes dans la salle et que vous tournez la tête, l'écran ne va pas changer. Si vous êtes en réalité virtuelle avec un casque, et vous avez un capteur qui fait que quand vous tournez la tête, ce qu'il y a dans l'écran va changer. C'est en ça que c'est pas de la réalité virtuelle, c'est de l'imagination virtuelle en réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus concret que la réalité virtuelle, puisque à chaque instant, vos mouvements du corps implémentent, grâce au traitement informatique et à la construction d'images, un environnement visuel. Alors maintenant, avec les caves, on a tendance à privilégier plus l'immersion que l'interactivité, mais c'est un peu pareil, et là, il n'y a pas... Bon. Et c'est juste pour dire qu'en ce qui concerne le traitement, tout ce qui est anxiété, phobie, etc., le principe du traitement cognitif classique des phobies, c'est ce qu'on appelle l'exposition. C'est le fait que si vous répétez l'exposition, le sujet peut s'y habituer et donc déactiver progressivement son système d'alerte, et que comme c'est difficile de l'emmener, par exemple, il y a même une entreprise que je ne citerai pas, de grosse entreprise, mais qui n'est pas à la Défense, qui est plutôt en bord de Seine, enfin pas très loin d'ici, enfin, rive gauche, enfin, bon. En allant vers l'autoroute de l'Ouest, enfin, je crois, en partant de la Défense, il me semble, oui, qui est en train de faire un cave pour simuler les situations de conflit au travail. Enfin, donc c'est-à-dire le gars qui a peur du chef ou peur de... C'est plutôt le... Ça m'étonnerait qu'ils aient dépensé des sous pour ça, mais c'est plutôt le chef qui a peur de ses personnels. Et donc on simule des situations, le gars rentre dans un cave et on l'habitue à des situations. Donc, le principe d'habituation, c'est vrai que la réalité virtuelle, à ce moment-là, peut être commode, mais on peut aller un peu plus loin. Par exemple, la phobie sociale, qui consiste toujours dans un évitement du regard, parce que la phobie sociale vraie, et pas la simple timidité, c'est le fait de ne pas pouvoir regarder l'autre dans les yeux, et c'est hérité de la peur du prédateur et du décodage de l'intention du prédateur. La petite souris qui a peur d'être mangée, elle voit le gros chat la regarder et elle détecte le danger à travers l'orientation du mouvement du gros chat. Et donc, il a été montré, ça je passe, qu'on pouvait très bien et enregistrer les mouvements oculaires des gens face à des mimiques ayant des émotions, voire même les habituer à travailler leur contournement. Ça, c'est
C'est une expérience qui deviendra peut-être un indice de mesure de la phobie sociale. La tâche, le sujet a donc un casque sur les yeux, il est gros parce qu'il a en même temps un enregistrement des mouvements oculaires, et sa tâche c'est d'aller dans la porte verte qui est derrière, l'ascenseur, mais il y a un bonhomme en travers au milieu, et on s'aperçoit que les phobiques sociaux contournent de 1 à 2 mètres de plus, en réalité virtuelle, cet avatar humain que les sujets qui ne sont pas des phobiques sociaux. Donc c'est ce qu'on appelle la proxémie, et l'augmentation, c'est l'inverse de la proxémie, c'est-à-dire l'augmentation de la distance du contournement semble corrélée à l'intensité de la peur des gens. Là c'est pareil, je ne vais pas détailler, mais c'est l'évitement du regard. Bon, du coup, ça ouvre, et en particulier, je parle aux managers dans vos métiers, sur des tas de techniques éventuellement utilisables au travail ou à la maison ou par les spécialistes et les psys, sur la façon de désensibiliser ou remédiatiser les interactions sociales. Alors si, quand vous levez le bras, moi, je simule que je crois que je lève le bras, c'est-à-dire je simule que je lève le bras, le risque, c'est que je crois que c'est moi qui lève le bras. Donc, le risque de la simulation, c'est l'enjeu identitaire, c'est-à-dire qu'il y a un risque de dépersonnalisation si je ne fais que simuler les actions de l'autre. Et là où c'est merveilleusement fait, c'est qu'en situation de simulation, et pas seulement mais beaucoup dans le cas d'activation des neurones miroirs, dans le cerveau humain, un certain nombre de zones, et en particulier les zones du lobe pariétal, c'est-à-dire de la sensibilité, s'activent préférentiellement. C'est-à-dire que quand vous levez le bras, je simule que je lève le bras, mais mes pieds me disent « tu appuies sur le sol ». Il y a un petit ange en moi qui me dit « te bile pas, tu peux te prendre pour lui ou pour elle. Toi, c'est toi. N'empêche que c'est toi qui as les pieds sur cette moquette-là en dessous. Ou c'est toi qui as autre chose. » Donc, il y a un retour sensoriel plus important en situation d'activation du neurone miroir, et c'est précisément quelque chose qui fait défaut chez les schizophrènes et chez les autistes. Mais c'est juste pour vous montrer comment, quand vous recevez quelqu'un dans votre bureau, vous êtes tous les deux en situation d'activation de votre système miroir, de simulation des mouvements de l'autre pour décoder ses émotions, son état, etc. Et en même temps, sans vous en rendre compte, vous avez plus d'informations sur vos retours sensoriels et proprioceptifs pour ne pas vous dépersonnaliser. Oui ? 5 minutes. Bon, je vais accélérer alors. Je crois que ça devrait aller. Donc, ce petit ange qui dit « toi, c'est toi », c'est ce qu'on appelle l'agentivité. C'est le fait que nous sachions que nous sommes responsables de nos actions. Il y a des expériences, c'est juste parce que c'est intéressant de vous montrer, pour détecter les troubles de l'agentivité, c'est par exemple de se faire filmer les mains avec une caméra en les mettant sous son bureau, et puis de voir ce que voit la caméra sur un écran. Donc je vois mes mains sur la caméra, et à un moment, c'est Jeanne Roux qui avait fait ça avec Daprati, à un moment, je mets d'autres mains que les miennes qui ne font plus les mouvements que je fais. Eh bien, un sujet normal, en 4-5 secondes, a un sentiment d'étrangeté et dit « mais ce n'est pas mes mains ». Un schizophrène, il met 30, 60 secondes, quelquefois, en oubliant de remarquer ou en n'étant pas capable de remarquer que ce ne sont pas ses mains. Je vais passer les serious games parce que c'est un peu la même chose. Et puis quand même, je voudrais dire un mot de la théorie de l'esprit, parce que Rizzolatti, qui a identifié le système miroir, a dit « mais alors j'ai trouvé l'empathie ». Je voulais insister sur un point qui est que l'empathie du système miroir, c'est l'empathie du cheval, mais qu'il y a en plus quelque chose de fondamental, et c'est la dernière notion, je crois, qu'il serait bon que vous reteniez pour aujourd'hui,
qu'il y a en plus ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est le fait que si vous voyez des informaticiens et que vous dites « j'aime pas les informaticiens », c'est pas la même chose que si vous voyez des étudiants en peinture et que vous leur dites « je n'aime pas les informaticiens ». Donc, le message qu'on décode ou qu'on émet à l'autre ne peut être que contextualisé que si on se met dans l'autobiographie de l'autre, dans l'historiographie de l'autre, si on abandonne son self. Si vous dites à un Breton « j'aime pas les Bretons », c'est exactement pas la même chose que si vous dites à un Auvergnat « j'aime pas les Bretons ». Eh bien, c'est justement ce que les Asperger ou les génies qui n'ont pas de relations sociales, enfin, les gens très forts, mais qu'on trouve un peu bizarres ou un peu loin des gens, ce sont des gens extrêmement performants, mais qui n'ont pas de théorie de l'esprit. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se mettre dans la peau de l'autre, entre guillemets. Et donc l'empathie de l'humain, c'est une savante combinaison entre, ça c'est la mémoire autobiographique, qu'on abandonne pour aller dans celle de l'autre, dans celle de l'informaticien. Et donc il y a un moment où, pour être empathique, il faut à la fois décoder ses émotions par le système miroir et en même temps aller se mettre dans sa tête. Et c'est un deuxième axe qu'on appelle un axe acteur-spectateur. C'est-à-dire que quand je parle et que je me dis que je parle, je suis plutôt du point de vue acteur. Quand vous me regardez parler, vous êtes du point de vue spectateur. Et votre théorie de l'esprit peut osciller selon ces deux axes. Et puis il y a un troisième axe qui est le fait que, de même qu'une usine hydroélectrique, un barrage, une turbine, peut dériver un câble pour éclairer la propre usine, de même certains de mes neurones peuvent se dériver pour me regarder vous parler. C'est ce qu'on appelle le point de vue en deuxième personne, qui est en général la conscience réflexive, alors que la première personne est non consciente. Vous avez là les trois principaux espaces de navigation personnelle, c'est-à-dire que chaque fois que vous faites quelque chose, c'est-à-dire simplement respirer, vous pouvez osciller le long de ces trois axes dans tous les espaces qui sont définis par ces trois axes. Voilà, je vais m'arrêter là. Dans les questions, on pourra éventuellement parler un peu plus des applications des nouvelles technologies en tant que thérapeutique, mais j'espère vous avoir fait passer 2-3 messages sur le fait que, au fond, nos métiers ne sont pas si éloignés, parce que c'est quelque chose qui est quand même toujours autour de... C'est-à-dire que l'informatique, le management et la psy, c'est quand même des choses qui sont sacrément en chevauchement. Et je vais m'arrêter là et je vous remercie de votre attention.